Salut les petits loups, comment ça va? Edward Muybridge, photographe britannique du 19e siècle, est l'un des précurseurs de l'animation, avec ses études sur la décomposition du mouvement à l'aide de son zoopraxiscope. Aujourd'hui, on va parler d'animation, et plus particulièrement des procédés d'animation qui nous ont permis d'arriver à ce que l'on connaît de nos jours. Du coup, qu'est-ce qu'a apporté l'animation depuis ses débuts? Comment a-t-elle évolué et par quels moyens? Nous allons voir dans cette vidéo quelques éléments de réponse. Le flipbook, folioscope ou encore feuilleteur est un petit livret de dessin ou de photographie représentant un personnage ou un animal en mouvement, dont les gestes sont alors décomposés chronologiquement et qui, feuilleté rapidement, procure à l'œil l'illusion que le sujet est en mouvement. Le cellulo, celluloïde, cell en anglais ou encore seruga en japonais, est une feuille plastique transparente d'acétate de cellulose. Cette feuille plastique transparente, elle est utilisée pour les différents plans d'une animation, que ce soit pour la coloration ou pour le line, et particulièrement pour les décors. On peut donc superposer plusieurs cellulos et créer des scènes complexes, sans tout redessiner à chaque fois. Cette technique est très utilisée à l'époque, mais a tout de même quelques inconvénients, dont le tremblement dû à la production humaine. La caméra multiplane. La caméra multiplane est un système créé à l'origine par Bill Garity, mais tenant tout de même ses origines de Lot Ray Ginger, qui est donc sa première idée, dans son film Les Aventures du Prince Ahmed en 1926. Lot Ray Ginger y utilise la technique de silhouette découpée qu'elle filme image par image, sans manipulation en live ou animation dessinée. Cette façon de filmer les silhouettes à différentes distances, les unes des autres, constituant donc les prémices de la technique multiplane qui inspira les animateurs Disney. Dans le même temps, les techniciens des studios Fleischer développèrent une technique similaire nommée la caméra stéréopticale en 1934, ou tabletop. On créé en miniature les décors et on déplacé les personnages de façon à ce que les éléments passent devant ou derrière eux, donnant une plus grande profondeur à l'ensemble. Ce procédé fut utilisé pour plusieurs cartoons, dont Betty Boop ou encore Popeye. Néanmoins, la caméra multiplane comme nous la connaissons aujourd'hui fut créée par William Garity, dont l'objectif d'être utilisé pour Blanche-Neige et les 7 nains en 1937. Il fut décidé de le tester aussi sur Silly Symphony, le vieux moulin, auréole par la suite d'un Oscar. Cette version de la caméra multiplane pouvait gérer jusqu'à 7 plaques mobiles et sa caméra placée cette fois à la verticale était également mobile. Le maintenance pourtant restait complexe et il fallait une bonne coordination. La version plus poussée permit de réaliser Blanche-Neige et les 5 nains, mais aussi Pinocchio. Le cellulo et la caméra multiplane sont les précepteurs de l'animation traditionnelle. Au Japon, l'animation traditionnelle est encore très populaire et extrêmement utilisée, particulièrement dans les studios Ghibli, créés en 1985 par l'illustre Hayao Miyazaki et Isao Takahata. Ils produisent des animes, des longs métrages et courts métrages, ainsi que des téléfilms, et même parfois des jeux vidéo. Le studio est connu principalement pour ses longs métrages d'animation, destinés à un large public, et dont plusieurs ont porté de grands succès auprès de la critique et du public. UPA, l'animation limitée. Jusqu'aux années 40, les standards de l'animation de qualité sont définitivement imposés. Animation fluide, illusion de réalisme, tout cela est requis pour les studios dignes de ce nom, au prix d'heures de travail acharné de la part des animateurs. Mais bientôt, ceux-ci en auront assez des cadences infernales, et ainsi débutera l'expansion de l'animation limitée. Un procédé assez révolutionnaire dans tous les sens du terme. Dès 1941, les employés de Disney s'insurgent du rythme de travail infernal imposé par ce bon vieux Walt, et décident d'enclencher la grève. Outre les licenciements en masse que cela va occasionner, certains animateurs décident de prendre la porte de leur plein gré pour aller faire leur propre truc à eux avec un désir bien précis, se mettre en opposition à leur ancien employeur, autant au niveau de la charge de travail qu'au niveau stylistique, en souhaitant mieux exploiter leur médium. En 1943, le studio United Production Artists, ou UPA, est créé à l'initiative d'anciens de chez Disney et se démarque immédiatement par des visuels très stylisés, inspirés de la peinture abstraite des années 40 et conduit par l'utilisation intensive de l'animation limitée, un procédé qui n'a rien de nouveau mais qui connaîtra ses heures de gloire durant cette période. Le but est non seulement artistique, mais également un petit peu commercial, puisque cet appareil tout neuf qui est la télévision commence peu à peu à s'inviter dans les ménages américains et bientôt dans le monde. Alors que la programmation au cinéma accordait une place assez petite aux dessins animés sur une plage de diffusion déjà restreinte, les studios doivent mettre un coup de boost pour pouvoir offrir plus de programmes aux spectateurs qui ont désormais accès à du contenu audiovisuel directement chez eux, et ce quotidiennement. L'animation limitée permet un processus de création plus rapide et moins dispendieux grâce à plusieurs techniques et astuces. Déjà, il y a le passage du standard à 24 images par seconde à 12 images, soit une réduction de moitié des cellulos à utiliser. À cela s'ajoute notamment la réutilisation des cellulos, l'animation selon certaines portions précises, comme la bouche et les bras sur un personnage immobile, un staging assez malin, une importance particulière accordée au son, qui prime parfois même sur l'image, ou encore la réutilisation de séquences identiques dans une scène ou un épisode différent,
une spécialité du studio Hanna-Barbera qui a fait de l'animation limitée sa marque de fabrique, dans le but de produire un max pour un rendement max, parfois au détriment d'une certaine qualité. Il y a qu'à voir la plupart des épisodes des Pierres à Feu ou de Scooby-Doo pour comprendre ça. Devenant progressivement plus une solution à des contraintes pécuniaires qu'une véritable forme d'expression artistique, l'animation limitée aurait très bien pu tomber en disgrâce, mais qu'est nenni. Le design si particulier des productions de l'époque a connu un regain de popularité à l'aube des années 2000 et inspire de nombreux créateurs qui ont pondu parmi les séries animées les plus cultes de notre enfance. Aux États-Unis, le studio Marvel Animation est la division qui s'occupe des séries et films d'animation qui sont principalement des adaptations des comics d'origine. La première série du studio, les Marvel Super Heroes, date de 1966. Mais avant 1979, c'est surtout des studios comme Hanna-Barbera et Grant Lawrence Animation qui s'occupent de la production des séries d'animation de l'univers de Marvel. Les premières séries présentaient des animations très limitées. Au début, comme dans le cas de Marvel Super Heroes, on diffusait des photocopies des comics. Et oui, on prenait directement en photo les BD pour créer les animations. On animait de temps en temps un bras ou une jambe et surtout les lèvres pour les dialogues. Il est difficile de parler de Marvel sans parler de son principal rival, DC Comics. DC Comics fait aussi son entrée dans l'univers du dessin animé dans les années 1966, avec la série The New Adventures of Superman. Pour la production, on recycle plusieurs scènes comme quand Superman vole dans le ciel, et encore une fois, les animations sont très limitées, ce qui deviendra la marque de fabrique de Filmation. Les 100 dalmatiens et la xérographie. Pas forcément hyper connu, ce procédé fut principalement utilisé dans le 21e long-métrage d'animation à Disney, Les 100 dalmatiens, sorti en 1961. Développé par l'entreprise Xerox, de laquelle tire son nom, la xérographie ou électrophotographie est à la base une technique d'impression utilisée pour la photocopie et l'impression laser. Et croyez-le ou non, mais sans cette technique n'ayant a priori pas vraiment rapport avec le domaine de l'animation, le film n'aurait probablement pas pu voir le jour, et ce à cause de la race des héros du film. Car n'allez pas croire que les tâches de Pongo, Perdita et leur marmaille furent entièrement animées à la main. C'est très exactement 6 469 982 tâches de dalmatiens qui ont dû être animés, ce qui, avec les contraintes de temps et de personnel, aurait été impossible à faire avec la manière traditionnelle. Le film étraîne ainsi le procédé de la xérographie, qui permet, par photocopie des dessins sur les cellulos, une animation complexe à moindre coût. Dans les années 50, Ubiworks, alors responsable des procédés spéciaux de production, expérimente avec la société Xerox des outils d'aide à l'animation basés sur des plaques photographiques chargées électriquement. Ubiworks modifie une caméra de façon à transférer les crayonnés des animateurs directement sur les cellulos, supprimant ainsi la phase d'ancrage, tout en préservant la spontanéité des dessins et permettant de ce fait une économie budgétaire importante. Les animateurs peuvent ainsi dessiner des petits groupes de chiots qui sont ensuite dupliqués par la caméra. Et cerise sur le gâteau, le fait que les chiens soient noirs et blancs était avantageux pour la duplication, qui se faisait alors tout en monochrome. Le résultat aujourd'hui encore est vraiment convaincant et la xérographie continuera de trouver sa place dans de nombreux films en 2D techniquement avancés. L'utilisation d'un tel procédé n'ayant pas de rapport avec le cinéma prouve qu'il faut parfois aller chercher des solutions là où on y pense le moins. Du numérique à la 3D. L'arrivée de la 3D dans la production cinématographique fait son entrée dans les années 80, dans le studio Lucasfilm qui donnera un véritable élan à ce nouvel outil dans les studios d'animation. Disney Toy Story est le premier long métrage entièrement réalisé en 3D. Le film innove la technique d'animation et est reconnu pour la qualité du scénario. Il fut un très gros défi de réalisation. La production commence en 1994 et une équipe de 24 personnages qui grossit au nombre de 110 travaille sur le projet. En comparaison, Le Roi Lion, sorti en 1994, avait une équipe de 800 personnes. Suite à son succès, on s'intéresse à la nouvelle technique d'animation. L'animation 3D donne une ambiance particulière qui ne peut pas être reproduite en 2D. La première série d'animation 3D est Reboot, produit en 1994, de 1994 à 2001. On retrouve aussi plusieurs séries françaises comme Code Lyoko, Galactic Football ou Dragon Booster. Juste après l'arrivée de l'animation 3D, il y a le motion capture. Le motion capture, ou capture de mouvement, est un procédé qui consiste à enregistrer les mouvements de vrais modèles grâce à des capteurs, et cette méthode apparaît entre 1970 et 1980, sous la forme d'analyse photogrammétrique dans la recherche du biomécanique, étude du mouvement du corps. Le motion capture est utilisé dans plusieurs domaines comme le médical et le militaire, dans le filmmaking. Il est surtout exploité pour le CGFX, qui permet de donner vie à des personnages particuliers avec justesse et réalisme. Cette technique est utilisée pour plusieurs personnages comme Gollum, les Na'vi dans Avatar, Davy Jones dans Les Pirates des Caraïbes, et même Smaug, le dragon du Hobbit. Il utilise majoritairement le mocap pour ses animations, même si plusieurs animateurs travaillent sur le projet. L'une des réalisations les plus connues du domaine est le Boreal Express en 2004, où la capture de mouvement permet à Tom Hanks d'incarner plusieurs des personnages du film. En conclusion, l'animation est un médium qui a su évoluer avec son temps et a développé de plus en plus de techniques pour pallier à certaines contraintes. De l'animation traditionnelle à l'image de synthèse, les animateurs de tous bords, tels que Walt Disney, Hanna-Barbera, Studio Ghibli ou encore Lucasfilm, ont su contribuer au raffinement de l'art de représenter le mouvement. Car oui, l'animation, pour ceux qui seraient sceptiques, fait bien partie du 7e art.
Sayonara les petits loups!